Une fois par mois, il prend son minibus Mercedes Sprinter, le charge à craquer avec de l'aide humanitaire et traverse la moitié de l'Europe pour arriver en Ukraine depuis la France. Il va jusqu'à la ligne du front en apportant de l'aide aux soldats ukrainiens qu'il collecte auprès de sa communauté en France. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Richard Ducoulombier, citoyen français, entrepreneur qui vient en Ukraine très souvent en apportant de l'aide humanitaire aux soldats. Bonjour Richard, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît en tant que volontaire bénévole qui fait des voyages très fréquents en Ukraine avec de l'aide humanitaire. Je vous ai remarqué en fait sur les réseaux sociaux avec votre voiture Mercedes Sprinter, n'est-ce pas? Donc à faire des voyages très réguliers. Racontez-moi votre histoire, qui êtes-vous déjà? Bonjour Téténia, merci pour votre invitation. Oui, tout à fait, je suis français, 54 ans. Je réside en France avec mon épouse Natacha, à qui je suis marié depuis 1995. Nous avons 3 enfants ensemble. Et voilà, donc la guerre a commencé contre toute vraisemblabilité. C'était quelque chose d'inconcevable, c'était inimaginable. Nous étions en Ukraine octobre, novembre, décembre 2021. Sur Kiev principalement et sur les Carpates où on travaille. Et c'était quelque chose d'absolument irréel. On avait beau savoir que les Russes s'accumulaient, s'amassaient avec du matériel sur la Russie et la Biélorussie. C'était quelque chose qui nous semblait absolument invraisemblable, irréaliste. C'était une menace, c'était un coup de bluff. Et malheureusement, les choses se sont confirmées, donc avec une prise de décision rapide dès les tout premiers jours de venir récupérer ma belle famille en Ukraine. D'accord, donc votre belle famille restait tout ce temps-là en Ukraine, et j'imagine que vous connaissiez pas mal le pays dans les années 90, dans les années 2000, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Dans les années 90, 2000, on revenait très régulièrement, bien sûr, avec Natacha, pour voir la famille, pour voir le pays qu'on a traversé, visité de long en large, bien sûr, oui. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire votre premier voyage humanitaire et comment, avec quoi est-ce que vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez décidé d'apporter? Est-ce que votre épouse Natacha était avec vous? Et comment déjà concevoir l'idée de franchir la frontière avec un pays qui est en guerre? Donc, la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'absence de sécurité, ça veut dire des risques à prendre. Vous êtes bien en France, pourquoi faire tout ce voyage? Le fait que la guerre ait commencé, l'agression a été quelque chose, je l'ai vécu comme quelque chose de personnel, de direct. Oui, en fait, on a pris connaissance de la guerre par le téléphone qui a sonné à 5 heures au matin avec ma nièce Yula, donc, qui était avec sa mère où ils habitent Kiev. Et je ne reconnaissais pas sa voix. Elle était complètement déformée par la peur, avec le bruit des bombes, bien sûr, derrière. Et donc la prise de conscience, le coup de massue sur la tête pendant 1 heure ou 2. Et très vite, la décision de me rendre en Ukraine pour aller les chercher.
D'accord, donc c'est la nièce, donc c'est toute la famille qui est restée là. C'est vrai, on se souvient de ce moment très douloureux, les premières heures, les premiers jours de la guerre, avec les explosions à Kiev, au centre de Kiev, les explosions portant les troupes russes qui avançaient vers la capitale, ils avançaient d'une manière extrêmement rapide depuis Biélorussie à l'époque. Donc tout ceci, c'était une véritable épreuve. Donc c'est là que vous avez pris, n'est-ce pas, la décision d'y aller en Ukraine pour récupérer votre famille. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai pu le souvenir de comment ça s'est passé, mais les gens ont vite appris que je me rendais en Ukraine, principalement pour récupérer ma belle famille et pour essayer d'aider autant que possible. Donc, les Français sont venus dans ma région en masse, m'apporter de la nourriture, des vêtements, de l'argent. Les gens apportaient ce qu'ils pouvaient, vraiment de manière importante. Et l'information est passée évidemment dans la presse assez vite. Des Français et d'autres Français m'ont contacté en se proposant de m'accompagner, de m'apporter leur aide. Je suis donc parti avec deux Français, Laurent et Jean-Philippe, qui eux-mêmes avaient un fourgon. Donc nous sommes partis à 2 fourgons avec une remorque pleine, remplie dedans pour l'Ukraine. C'était quelle date déjà? C'était tout début mars, c'était les tout premiers jours de mars. Et en attendant, votre belle famille, elle se retrouvait à Kiev en vous attendant? Oui, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma nièce, ma petite-nièce se trouvaient dans le métro de Kiev. Et voilà, j'aurais demandé de sortir le plus vite possible parce qu'on voyait bien ce qui est en train de se passer. Et elles ont accepté. Elles ont pris un train in extremis. Elles sont parvenues à prendre un train pour Lviv, où je suis allé les récupérer. Donc le premier voyage, c'était jusqu'à Lviv, c'était pas jusqu'à Kiev. Non, le premier voyage, c'était impossible d'aller. Je voulais me rendre sur Kiev. C'était impossible, c'était juste impossible. Quoi. Voilà, on savait que c'était suicidaire. Quoi. J'aurais voulu m'approcher pour aller chercher mon beau-frère et son épouse également, qui étaient restés à côté de Boutcha. Ah oui, donc il y avait la famille qui avait resté à côté de Boutcha pendant ce temps-là. Tout à fait, ouais. Donc, mais il n'y avait pas de moyen de les... Qu'est-ce qui leur est arrivé à cette partie de la famille? Mon beau-frère et ma belle-sœur sont restés dans leur maison, à la sortie d'un petit village à côté de Boutcha. Donc, ils ont bien sûr vu les chars arriver, les Russes dans leur village. Et bon, ils ont eu la chance de pouvoir s'en sortir. Ils n'ont pas été touchés personnellement. Ils ont été témoins de beaucoup de choses, bien sûr, mais ils n'ont pas été touchés personnellement. Est-ce que leur maison est restée intacte? Oui. Ce qui était extraordinaire. Donc, la chance peut-être qu'ils ont eue, c'est que la maison voisine était une des plus belles maisons du village, appartenait à des notables de Kiev, et les Russes se sont concentrés sur cette maison, ce qui les aura probablement sauvé la vie. D'accord, donc ils ont pu quand même partir à Kiev et se mettre en sécurité. Et vous avez récupéré cette partie de la famille à Lviv et vous les avez amenés en France, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai livré à des organisations ukrainiennes, des associations, les dons que j'avais apportés. Et je suis reparti avec ma belle famille, tout à fait. D'accord. Mais avec votre famille, enfants en sécurité, tous réunis en France, vous repartez tout de suite, presque tout de suite, dans d'autres voyages humanitaires. Oui. Voilà, donc tant qu'il n'y avait plus personne de votre famille en Ukraine, vous continuez ces activités. Et pourquoi? Je ne sais pas, ça s'est fait naturellement, c'était une évidence. L'Ukraine, c'est un peu mon deuxième pays. Et c'était une évidence pour moi de continuer. Je n'avais pas de questions à me poser, quoi. C'était une évidence. On était entrés dans ma maison. Oui. Comment est-ce que vous organisez tout le processus de la collecte de l'aide humanitaire? Comment est-ce que vous organisez votre trajet? Comment vous identifiez où sont les besoins en ce moment-là pour entreprendre ce voyage très personnel qui dure, on l'aura compris, il dure plusieurs jours, voire semaines, parce qu'il faut faire toute la route en voiture depuis la France jusqu'à l'Ukraine. Après, il faut rouler en Ukraine. Après, il faut décharger. Comment est-ce que tout ça s'organise depuis la France? Mais au début, j'avais un contact avec l'association des femmes d'Ukraine à Kalouche. Et donc, les dons arrivant en masse, je faisais des allers-retours depuis le sud de la France, en passant par la Slovénie, l'Italie, la Slovénie et la Hongrie.
où j'apportais les dons à Calouche. Mais bon, malheureusement, les dons, comme un peu partout, je pense, ont fini par tarir. Il a fallu aller au contact des gens pour obtenir des dons, parce que ça ne venait plus tout seul. Donc les 3 premiers voyages, les gens m'avaient donné une certaine somme qui couvrait les frais de carburant, d'autoroute. Et puis après, ça s'est arrêté. Un Français, un ami de ma région, Jean-Pierre, m'a soutenu financièrement autant qu'il a pu. Mais bon, voilà, ça reste des sommes d'une certaine importance. Et aujourd'hui, je finance avec mes fonds propres et je collecte avec des Français, Françaises, auprès des particuliers, des magasins. On collecte les hôpitaux également, les infirmières indépendantes, les médecins. On collecte tout ce qu'on peut apporter pour les besoins principalement donc des défenseurs sur le front. Oui, d'accord. Donc, c'est une activité qui se rajoute à votre travail principal parce que vous travaillez toujours, vous mettez vos propres fonds pour ces voyages, les allers-retours, vous mobilisez les réseaux autour de vous, des particuliers, des gens comme tout le monde, un peu qui participent. Qu'est-ce que vous apportiez le plus au début? Est-ce que ça avait changé durant ces longs mois de guerre? On arrive bientôt dans 2 ans après cette grande invasion russe. Alors, au début, c'était beaucoup de la nourriture. On avait fait un appel aux dons principalement alimentaires. Les besoins, les autres besoins, je ne les connaissais pas encore. J'avais pas vraiment au début de contact avec les défenseurs, avec l'Est du pays, avec le Donbass. Donc c'était principalement de la nourriture, des vêtements, très principalement. Et quand les dons ont commencé à se tarir, que l'association des femmes d'Ukraine à Calouche a fermé ses portes, j'ai pris la décision contre l'avis de mon épouse d'aller vers l'Est pour apporter directement. Donc d'abord, c'était plutôt de l'aide humanitaire destinée aux civils. Oui. Non, c'était vraiment, on ciblait principalement les militaires. Alors il y avait pour les civils, mais en fait on s'est vite rendu compte que les civils sortaient, beaucoup évacués vers l'ouest, bien sûr, pour éviter les zones de combat. Donc on s'est très vite concentré sur les défenseurs. Oui, donc ce sont les défenseurs, qu'ils étaient au départ à l'ouest, là maintenant à l'est. Est-ce que vous connaissiez les zones qui sont actuellement les zones de combat dans les années 90, dans les années 2000? Est-ce que vous avez voyagé, par exemple, dans le Donbass ou bien au sud ukrainien que vous connaissez aujourd'hui? Alors le Donbass, je ne connaissais pratiquement pas du tout. Je connaissais très mal le grand est de l'Ukraine, plutôt la partie ouest centrale et la Crimée, où je me suis rendu plusieurs fois depuis 1995. Et donc là, je suis retourné. Donc le Donbass, je l'ai découvert sur toute la zone de front, sur toute la ligne de front, du nord au sud, jusqu'à Kherson, où je me suis rendu au mois de décembre, la deuxième quinzaine de décembre, pour tenter de retrouver une ancienne enfant qui venait en France à l'époque de Tchernobyl, qui venait pour se refaire une santé en France. C'est une amie française journaliste qui m'a donné sa photo, qui m'a demandé de la rechercher et de la retrouver. Oui, donc vous l'avez retrouvée ou pas? Alors, depuis mars 2022 jusqu'à décembre 2022, impossible de la retrouver. Malgré les contacts que j'avais un peu partout en Ukraine, impossible de retrouver. Ce qui, quelque part, était un peu normal. C'était pas une priorité. Beaucoup de gens cherchaient, beaucoup de membres de leur propre famille, des gens en Ukraine ou de l'étranger. Donc, je comprends bien que c'était pas une priorité, mais mon ami en France me réclamait régulièrement des nouvelles.
Voilà, donc voilà, vous suppliez de chercher cette personne-là. C'est vrai que pendant la guerre, étant donné que la connexion est perdue, normalement on se perd dans les premières heures, jours Mm. des conflits. Après, c'est vrai qu'il est parfois impossible de retrouver des proches. Malheureusement, ces tragédies, elles concernent des milliers, voire de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes dans les zones, dans les zones Oui, de tout à combat, fait. bien sûr. Et donc, c'est vrai voilà, que ça représente un véritable problème. Donc, quelles sont vos destinations préférées aujourd'hui? On est presque, voilà, on arrive à cette date tragique du deuxième anniversaire, si on peut dire comme ça, de la grande invasion. Est-ce que vous visitez souvent plutôt Donbass ou plutôt le sud? Je parlerai pas de secteur préféré, mais j'ai un besoin personnel de toute façon d'être en contact avec les défenseurs. C'est égoïstement un besoin. Mhm. Est-ce que vous vous centrez sur l'armée régulière, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Quels sont les besoins les plus aigus et comment ils ont évolué durant ces longs mois? Mais en fait, Au départ, c'était nourriture, mais là, oui, c'est autre chose. oui, oui, je me rends bien compte que la nourriture aujourd'hui, bon, les militaires ont de quoi se nourrir. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de souci de ce côté-là. Mais je me rends compte que le fait que ça vienne d'un étranger, ça apporte une note très différente. Il y a un besoin, je pense, un réconfort. Un morceau de chocolat qui va venir de France, pour eux, aura plus d'importance que le chocolat qui viendra de l'épicerie, d'une épicerie ukrainienne. Il y a un regard qui est différent, et on ressent très fortement ça. Voilà, c'est une solidarité. Bien sûr que ça soutient le moral, parce que ce qu'ils voient, les soldats ukrainiens, ils voient un étranger qui n'est pas censé y être, et donc qui prend les risques personnels pour se déplacer jusqu'à la ligne du front, et pour apporter des choses, même si ce sont des choses de base. Mais voilà, c'est plutôt un geste de solidarité, dont bien sûr tout et chacun en a besoin, et donc les soldats en priorité. Est-ce que dans ce que vous apportez, il y a des gilets pare-balles, des casques, quelque chose comme ça? J'ai apporté, dans mes premiers voyages, j'ai pu collecter des gilets pare-balles, mais en fait, ce que je collectais ne répondait pas vraiment aux besoins des militaires. C'était des gilets de première catégorie qui étaient plus pour protéger contre un couteau ou une arme à feu de petit calibre. Donc non, j'ai pas pu apporter ce genre de matériel nécessaire, efficace. Oui, parce que là, oui, c'est vrai que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait des problèmes pour des gilets pare-balles dans l'armée ukrainienne, mais c'était un véritable problème tout au départ. Oui, On les cherchait partout, en Europe, dans les pays étrangers, parce qu'il n'y en avait pas assez, en fait, pour les forces de la défense. Alors, quoi d'autre apportez-vous? Bien, aujourd'hui, beaucoup de médical. J'ai créé ma propre association, but humanitaire pour l'Ukraine, et donc les gens commencent vraiment à me connaître en France et mes actions. Donc d'autres bénévoles viennent se greffer et m'aident grandement pour récupérer des dons auprès de médecins, d'infirmières indépendantes. Oui, donc il y a beaucoup de médical. Générateur, sans doute? Oui, mais également des générateurs. Alors, plus c'est les 2-3 derniers voyages, malheureusement, non, on n'en a plus. Mais j'ai pu apporter jusqu'à 2-3 générateurs par voyage lors de mes tout premiers voyages, tout à fait. Mhm. Et dernièrement, j'ai vu sur vos réseaux sociaux, notamment sur votre Facebook, que vous vous êtes mis, il y a quelque temps, d'amener des voitures qui sont très nécessaires sur la ligne du front, pour l'évacuation aussi de blessés, pour autre chose, pour le transport. Donc il y a déjà des voitures que vous apportez. Oui, là j'ai une voiture que je vais récupérer aujourd'hui ou demain, que j'ai pu faire venir jusqu'à Kiev pour les défenseurs, tout à fait. Une voiture que j'ai financée pour l'armée ukrainienne. Donc vous avez financé vous-même, sans faire la collecte, sans avoir recours à une collecte de fonds. Non. Et vous l'amenez où? Dans le Donbass. Je ne donnerai pas le lieu ici, bien sûr, mais dans le Donbass, tout à fait. Je vous vois circuler dans les endroits assez dangereux, tels Avdiivka pour votre dernier voyage, pas celui-ci, mais le voyage d'avant. Vous approchez d'une manière assez courageuse vers les lignes du front où on peut avoir le risque de missiles, où il y a des missiles C-300, où il y a les feux d'artillerie. Est-ce que vous avez peur?
Aujourd'hui, c'est plus la peur qui prime, c'est la colère. La peur, j'ai pris conscience vraiment pleinement de la peur quand j'ai passé la frontière la toute première fois début mars, où je suis resté pendant plusieurs heures côté ukrainien parce que je suis venu sans prendre de disposition au préalable, donc je n'avais pas les documents, les tampons pour entrer, j'avais juste mon passeport. Il a fallu que j'attende. J'ai vu défiler pendant 5 heures des gens qui évacuaient et j'ai eu une prise de conscience. Oui, de la gravité, de risques que ça implique la guerre. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur. Je vois que vous êtes vraiment dans les endroits assez chauds. Oui, c'est la colère qui prime. C'est la colère qui prime et je vois qu'il est toujours là, 2 ans presque après que cette invasion avait commencé. Comment est-ce que les soldats sur la ligne du front perçoivent, vous reçoivent en fait? Je vois que souvent dans ces voyages, vous êtes avec votre épouse, Natacha. Mais en fait, non. Au début, pour moi, il était hors de question d'emmener qui que ce soit. Mon fils aîné, mon fils César, il voulait également m'accompagner, mais c'était pas possible. Oui, c'était pas possible. Et comment déjà réagissent vos enfants à ces départs qui commencent à devenir fréquents, très fréquents? Au départ, je laissais facilement entendre qu'il n'y aurait pas d'autre voyage. C'était l'ultime voyage. Donc, il l'acceptait à cette condition-là. Mais donc, mon épouse s'est fortement opposée, bien sûr, à ce que je vienne tout simplement en Ukraine. Mais voilà, donc j'ai fait mes premiers voyages seul, parfois accompagné de bénévoles français, sur les tout premiers voyages. Puis après, j'ai préféré partir seul, pour des raisons de point de vue sur ce qui pouvait motiver les bénévoles à venir en Ukraine. Alors, lors de vos premiers voyages, c'était hors de question d'amener votre famille, mais maintenant, je vois que vous arrivez avec votre épouse, Natacha. Oui, depuis mes tout derniers voyages, mon épouse m'accompagne parce que principalement pour m'assister sur la conduite, sur la route, parce que là, voilà, je me rends compte que malgré tout, avec mes activités, les voyages répétés, c'est fatigant. Et voilà, c'est pour une raison de sécurité personnelle sur le trajet. Donc nous passons par Kiev et ensuite nous descendons sur Poltava où nous redistribuons la collecte en fonction des besoins des défenseurs que nous livrons et leurs demandes. Est-ce qu'une partie de votre famille qui s'est évacuée de Kiev tout au début de la grande invasion, est-ce qu'ils étaient de retour? Est-ce qu'ils sont de retour? Non, ils sont toujours en France, à côté de chez nous. Ils ont été logés gracieusement par une mairie voisine à notre village. D'accord, ils restent là. Donc, vous retrouvez personne ici quand vous venez ici à Kiev, vous dormez dans la capitale, vous ne retrouvez plus personne de votre famille? J'ai mon beau-frère et son épouse sur Kiev. Oui. Qu'on rencontre, alors pas systématiquement, puisque c'est pas un voyage à but familial. Je suis là pour essayer d'aider les défenseurs, principalement la population. Mais oui, je peux rencontrer éventuellement mon beau-frère, oui, tout à fait. Vous observez les soldats ukrainiens depuis tout le début, en fait. Depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en contact humain, direct avec eux. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette évolution du moral, de l'attitude chez un soldat ukrainien? Alors, j'ai été surpris sur mes tout premiers voyages. Donc, je suis en contact avec différents corps d'armes, avec des militaires que j'essaye de revoir autant que possible à chaque fois. Je m'étais fait une idée de certains en me disant ceux-là sont solides, d'autres auront peut-être plus de mal à tenir moralement, et à ma grande surprise en fait, je vois que c'est loin d'être évident. Il y a des soldats qui paraissent plus fragiles, et qui passent les épreuves plus facilement, si on peut parler de facilité, et d'autres qui semblent être des montagnes et qui ont plus de difficultés.
Oui, donc ça, voilà, les apparences peuvent être trompeuses. Mais est-ce que vous avez constaté, parce qu'on parle souvent de l'Ukraine, que oui, il y avait ce moment de courage extrême, d'une certaine euphorie au tout de départ, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de pertes, mais il y avait aussi beaucoup de résistance et beaucoup de succès, si on peut appeler le succès, par exemple, le fait que nous avons réussi de repousser les Russes de région de Kiev, région de Tchernigiv, région de Soumy. Ensuite, il y avait des victoires, donc c'est-à-dire des libérations de grands surface dans la région de Kharkiv, ensuite Kherson. Et aujourd'hui, malgré les efforts et malgré les pertes qui sont toujours là, on voit que malheureusement, la ligne de front ne bouge pas tellement et qu'il y a ce sentiment de stagnation en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez dire que ça démoralise? Non. J'ai pas le sentiment que les militaires que je côtoie soient démoralisés. Très sincèrement, je n'entre pas dans le sujet même de la guerre. Je leur apporte ce que je peux de l'extérieur. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'ils attendent de moi. Mais je n'ai pas vraiment d'échange avec eux si ça ne vient pas de leur part. Je n'échange pas du tout sur la guerre, à aucun stade. Donc je n'ai pas un avis vraiment objectif. Mais le sentiment que j'ai, c'est que le moral, malgré tout, reste constant. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné les discussions, les débats, notamment durant les dernières semaines, qui sont accentués sur l'impasse prétendue ou réelle de cette guerre, que la ligne du front ne bouge pas. Donc tout ceci, bien sûr, suite à cette publication de la journal britannique Time de Valéry Zaluzhny, commandant en chef de l'armée ukrainienne. Et donc, donc une certaine désillusion. Donc il y avait aussi les attentes, les espérances que cette contre-offensive ukrainienne aurait pu aller plus vite, parce que chaque jour de cette guerre, c'est un trop. Est-ce qu'en France, quand vous parlez autour de vous, qu'il y a des gens qui vous regardent avec une curiosité, avec une certaine incompréhension, pourquoi vous le faites aujourd'hui? C'est clair qu'au départ, quelqu'un qui a de la famille en Ukraine, ça se comprend, pourquoi vous étiez prêt à aider, mais pourquoi le continuer jusque-là? Est-ce que les gens commencent à ne pas vous comprendre aujourd'hui? Oui, j'ai eu des échanges avec des Français qui disent tu veux y retourner une deuxième fois. Donc les gens comprenaient, parce qu'il me restait des dons assez importants en volume. Pour eux, le voyage, l'histoire s'arrêterait là. Beaucoup se sont demandé pourquoi je continuais, effectivement. Et aujourd'hui, je sens les Français perplexes parce qu'ils ne voient pas l'issue de la guerre. Et peut-être, c'est un avis personnel, mais ils ne voient peut-être plus l'intérêt quelque part d'aider, parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Je ressens pas je n'ai pas de sentiment, j'ai pas de retour positif de la part des Français, de la majorité des Français. Donc, oui, mais d'où est-ce que vient cette perplexité qu'on vous avait dit? Je pense que le Français a une vision des choses et un état d'esprit très différent des Ukrainiens. Très différent des Ukrainiens. Je pensais bien connaître les Ukrainiens depuis 1995, où j'ai connu l'Ukraine donc quasiment à son indépendance, avec toutes les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Je pensais connaître les Ukrainiens. Oui. Mais là, donc on peut dire carrément qu'il y ait deux approches, voire deux mentalités, deux approches par rapport à cette guerre. Est-ce que vous serez d'accord si on désigne ça comme une certaine indifférence dans laquelle se place la France? Je veux dire, je ne parle pas de la position politique, je parle bien sûr de l'opinion publique, de cette attitude que vous constatez en étant à l'intérieur de la société française. Je pense que de manière générale, c'est triste à dire, mais c'est un constat, le Français est assez égoïste. On peut pas lui demander d'aller au-delà du choc de l'invasion, du début de la grande invasion. Je ne dirais pas qu'ils s'en détournent, mais ils se lassent, malheureusement ils se lassent. Et ils n'ont pas conscience. Pour eux, l'Ukraine, c'est très loin. J'ai eu un message dans mes tout premiers voyages où on me demandait, on m'agressait sur Internet, où on me disait qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as rien à faire là-bas, t'as aucun lien avec eux, tu vas faire du zèle. J'ai eu des comportements assez agressifs. Et là où je me rendais compte quand même de la gravité de la situation
stupidité des gens, où on me disait on n'a rien à faire de ce pays qui est à 8000 km de chez nous. J'ai dit on n'a pas la même définition du kilomètre, parce qu'effectivement, de la frontière française, italienne, jusqu'à la frontière ukrainienne, il y a moins de 1300 km. 1300 km, c'est ce qui va séparer le nord de la France au sud de la France. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans l'esprit des Français. C'est quelque chose qui est loin. La guerre est loin. Nous n'avons pas connu la guerre, évidemment, depuis très longtemps. Et le sentiment c'est quelque chose d'irréel, d'abstrait presque pour les Français. Pour eux, la guerre, c'est un film, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui est abstrait et je pense qu'ils ne souhaitent pas vraiment prendre conscience. C'est quelque chose... Voilà, c'est plus confortable, plus rassurant de se dire que c'est dans un autre pays, que c'est loin et que ça ne peut pas arriver chez nous, ce qui est une grosse erreur. Alors, je ne dis pas, évidemment, que demain, Poutine pourrait avoir l'idée et l'envie de s'en prendre à un pays de l'OTAN. Mais il pourra se prendre à un autre pays qui finira par déstabiliser la totalité de la paix en Europe. Bien sûr. Et c'est ce que les Français ne comprennent pas dans la majorité des cas. Oui, il y a bien sûr le déni du fait que le danger, il n'est pas uniquement pour l'Ukraine, mais que le défi lancé par Poutine, par le régime de Poutine, par la Russie, ce n'est pas un défi uniquement à l'Ukraine, c'est un défi lancé à l'OTAN. Ces défis lancés par le régime de Poutine qui demandait au pays de l'OTAN de se retirer dans les frontières des années 97. Donc, bien sûr que c'est une guerre européenne, c'est une guerre en Europe, et même s'il est en quelque sorte invisible, elle existe dans les télés, elle existe dans les écrans de smartphone, mais voilà, il suffit d'éteindre la télé pour se dire que la guerre n'existait pas. Vous êtes de la génération qui n'a jamais vu la guerre, donc vous n'avez pas vu la guerre avant que cette guerre éclate en Ukraine. Qu'est-ce que vous a le plus frappé quand vous avez vu ce que ça représente ? Ce qui m'a le plus frappé dans la situation, c'est clairement le mental des Ukrainiens. C'est quelque chose qui m'a surpris, positivement, bien sûr, et une prise de conscience. Donc je me suis d'autant plus rapproché à vouloir comprendre et connaître l'histoire de l'Ukraine, que ce soit l'Holodomor, entre autres, bien sûr, mais pour comprendre l'attitude et l'état d'esprit de l'Ukrainien, de l'Ukrainienne. En fait, voilà, on ne parlera pas d'habitude, mais ils sont formés à résister. Ils ont vraiment quelque chose que nous n'avons plus en France, si tant est qu'on l'a eu un jour, de cette force, cet état d'esprit de faire face, prêt à payer le prix ultime. Voilà, donc c'est le sens du sacrifice, le sens de prêt à payer pour être libre, le sens de la démocratie, le sens de la résistance, voilà, qui peut être un peu effacé dans les pays qui n'ont pas connu la guerre depuis des décennies. Il faut aussi dire que l'Europe ne connaît plus la guerre depuis des décennies, et donc c'est cette attitude un peu pacifiste, un peu angélique, voilà, elle est aussi le produit de circonstances historiques il est difficile d'imaginer la guerre quand on ne la voit pas. Il est difficile d'imaginer la résistance et puis de la force de résister quand on n'est pas obligé. Les Ukrainiens n'ont pas choisi non plus de faire preuve de ce courage, n'est-ce pas? Donc c'était pas une guerre que l'Ukraine avait cherchée, c'est pas une guerre qui était voulue par l'Ukraine, c'est une guerre qui était évitée au plus long possible. On se rappelle, voilà, la première agression, n'est-ce pas? En 2014, la Crimée annexée, le début du combat dans le Donbass. Et donc après les longues années de négociations, format Minsk, les accords de Minsk, format Normandie, avec d'ailleurs France et Allemagne à l'intérieur. Donc toutes ces années-là où l'Ukraine cherchait à éviter la guerre, éviter la confrontation, donc ça n'a pas aidé. Donc nous laissons à en tirer qu'il n'y a pas de plan B, le seul moyen de se défendre, c'est de se défendre réellement les armes à la main. Et donc, voilà, il faut... Est-ce que vous vous intéressiez à l'histoire ukrainienne? Vous avez mentionné Holodomor. Est-ce que vous étiez intéressé par cette histoire avant, je veux dire, dans les années 90-2000, quand voilà, vous aviez votre épouse ukrainienne et voilà, vos enfants sont moitié ukrainiens?
En fait, on me parlait très peu. Je savais très peu de choses. À ma grande surprise, sur mes premiers voyages en Ukraine, j'ai cherché à me fournir un dictionnaire franco-ukrainien. Et à ma grande surprise, j'en ai trouvé nulle part en France. En me rapprochant de tous les grands libraires, je ne trouvais ça nulle part. Et j'ai découvert très, très naïvement que l'Ukraine parlait majoritairement le russe. Donc ça a été la première chose. Il y a j'avais très peu mon beau-père que je n'ai pas connu, qui était officier de l'ex-armée soviétique, décédé très, très, très jeune, juste à sa retraite. J'avais très peu d'informations sur ma belle famille, sur l'Ukraine en général. J'avais le sentiment d'un peu quand même d'une omerta, une volonté de se taire sur l'histoire. Il fallait pas dire les choses, il fallait pas parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient traversé, subi par la Russie. Il y avait, si je peux énumérer un moment qui m'a marqué, c'était le 9 mai 1995. J'étais donc à Kiev chez ma belle-mère et c'était la fête nationale sur la place Rouge à Moscou. Ma belle-mère, debout dans son séjour, qui me dit très fier, le menton relevé, regarde Richard à la télé, ce sont nos frères, les Russes. Je lui ai répondu, je ne comprends pas, pour moi ce ne sont pas vos frères. L'Ukraine c'est l'Ukraine, la Russie est la Russie. Donc c'est une question de génération. C'est vrai que cette belle-mère, on peut facilement imaginer ici en Ukraine, elle avait vécu pendant les décennies de cette histoire soviétique, et donc c'était cette propagande qui était là. Elle était née, grandie dans l'époque, dans le pays totalitaire qui imposait cette vision de choses. Donc oui, tout à fait. Bon, là, je peux comprendre son ressenti. C'était aussi une certaine forme de nostalgie. Elle a connu l'ère soviétique depuis toujours, depuis sa naissance. Et pour elle, ça reflétait le passé, donc la vie heureuse avec son mari défunt. Donc une période où elle avait un certain équilibre qui lui manquait, bien sûr, parce que l'indépendance de l'Ukraine a été un moment un peu compliqué, de toute façon, bien sûr, pour tout le monde. Donc c'était quelque chose, c'était un point de vue qu'on ne partageait pas, mais je n'avais pas assez d'informations et de connaissances sur l'histoire de l'Ukraine. J'ai vraiment appris à connaître l'Ukraine au fil du temps. L'Holodomor, on a très peu parlé au début. C'est quelque chose, et à ma surprise, des Ukrainiens me disaient presque ne pas savoir de quoi il s'agissait. C'était quelque chose qui était assez irréel comme situation. Oui, mais les choses ont commencé à changer. Il faut aussi dire que les Ukrainiens n'en parlaient pas. Je me rappelle très bien le moment où Holodomor est devenu quelque chose d'important dans le discours politique. C'est venu avec la présidence de Viktor Yushchenko, qui avait introduit en France ce sujet douloureux pour la mémoire nationale. Aujourd'hui, chaque année, on voit de plus en plus de gens qui mettent les bougies à la fenêtre à chaque quatrième samedi de novembre. Donc dans ce geste d'inviter les familles qui ont été mortes lors de cette famine artificielle à manger. Donc partager le dîner ensemble. Donc cette prise de conscience historique, elle était aussi progressive en Ukraine. Donc elle n'est pas venue d'un coup. Plusieurs choses ont été faites après 2014, notamment sous la présidence de Petro Poroshenko, la découverte de l'histoire, le retour de grands thèmes qui ont été importants. Donc, cette prise de conscience qui permet de comprendre que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle se déroule dans un contexte historique très bien défini. Ce n'est pas ni la première guerre, ni le premier génocide des Russes contre les Ukrainiens. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de comprendre ce que la Russie est en train de faire. Bien sûr.
Bien sûr, mais je l'ai traduit comme ça, je l'ai ressenti comme ça, une volonté politique de la Russie, d'étouffer le souvenir, de manipuler les esprits. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui éclate au grand jour, qui est une évidence. C'est pas une question une question politique, c'est pas une question de vouloir prendre parti pour un pays ou un autre. Je n'ai jamais entendu de discours fascistes, de propos anti-russe. Jamais. Jamais, 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 jamais. Aujourd'hui encore, en me rendant sur le front, je vois des militaires, des soldats qui ont vu leurs frères tomber dans la journée et qui reviennent couverts de sang. J'ai du mal à comprendre leur calme. C'est... Leur calme, voilà. Donc il n'y a pas de haine. Non. Vous voulez dire qu'il n'y a Non. pas de haine? Il n'y a absolument aucune haine. Ma grande... C'est quelque chose qui m'a marqué depuis le tout début. Je n'ai jamais entendu, ni au niveau des civils, ni au niveau des militaires, un quelconque discours fasciste. Alors évidemment, sur Internet, il y aura toujours des gens, a priori français, mais visiblement pas que, qui vont me dire que les Ukrainiens sont des fascistes. On va me parler Stepan Bandera, merci. J'ai dit oui, tout à fait, mais Stepan Bandera n'a pas adopté l'idéal nazi. Il s'est rallié à des nazis pour rattraper les gens qui s'en étaient pris à son pays, donc qui étaient responsables de l'Holodomor, entre autres, les soviétiques étaient responsables de l'Holodomor. À aucun moment je n'ai eu la moindre confirmation que Stepan était un nazi. Je vois ça nulle part. J'ai visité sa maison, j'ai visité son musée. Je l'ai découvert vraiment ici depuis la guerre. Je connaissais très, très mal son histoire. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je la connais parfaitement bien, mais j'ai en tout cas aucune démonstration de fait comme quoi il y a un esprit nazi en Ukraine. Sans oublier que Bandera a été emprisonné par les nazis, n'est-ce pas? Donc dès qu'ils ont appris qu'ils avaient ce projet de l'indépendance de l'Ukraine, ils ont dit non, non, non. Donc il était transféré en Allemagne dans un camp de concentration. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas dans le camp de concentration les collaborateurs, n'est-ce pas? Sûr, donc ça, c'est aussi une expérience historique qui nous dit cela. Donc est-ce que quand vous regardez ce qui se passe en France déjà dans cette attitude politique, bien sûr que le sujet est vaste, mais quel est votre ressenti, vous comme citoyen français, quand vous voyez la position officielle française envers la guerre en Ukraine? C'est beaucoup trop lent. Je vois une forme de naïveté de la part de notre président actuel, qui était dès le départ, et j'ai ressenti, j'ai entendu cette colère en Ukraine où on reprochait au président français de ne pas vouloir vexer la Russie, de ne pas vexer le président Poutine. Alors c'est un discours que je peux entendre, que je peux comprendre, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. Il était évident que les échanges avec Poutine étaient stériles, qu'il n'y avait rien à attendre de lui, qu'il avait pris la décision de marquer son territoire sur l'Ukraine. L'Ukraine s'est opposée, il ne s'attendait vraisemblablement pas à la résistance à laquelle il s'est retrouvé, à laquelle il a fait face. Pour moi, très simplement, Poutine s'est tiré une balle dans le pied gauche et pour se dépatouiller, il s'en est tiré une dans le pied droit. Et aujourd'hui, il n'a plus d'autre alternative. Il n'a pas d'autre alternative que d'aller au bout. Sinon, c'est son propre peuple qui risquerait de se retourner contre lui. C'est mon point de vue. Et je pense que l'Europe a été trop frileuse, trop longtemps, peut-être aussi ce qui a motivé ma décision de prendre des choses... d'une manière plus personnelle, avec un engagement personnel qui continue, qui est là, qui vous fait faire des voyages très réguliers. Vous venez une fois par mois à peu près. À peu près, oui. C'est cadencé par les collectes de dons, bien sûr, qui deviennent de plus en plus compliquées, et par mon activité professionnelle qui est nécessaire pour pouvoir financer, bien sûr, mes voyages en Ukraine. Qu'est-ce que vous faites comme profession ?
Bien, je suis chef d'entreprise. Je construis avec l'Ukraine précisément dans les Carpates des chalets en massif, en rondins, en madriers que je livre ensuite dans toute l'Europe. Oui. Après, voilà, vous les transportez depuis l'Ukraine jusqu'à l'Europe. Tout à fait. Donc, ce sont des produits construits de toutes pièces en Ukraine, numérotés, démontés, chargés sur des camions, et nous les livrons et remontons chez nos clients. Et comment ça marche pendant la guerre? Est-ce que ça avait changé quelque chose? Est-ce qu'il y avait des changements? Il y a eu un changement qui est bien sûr... Ma réaction a été bien sûr de suspendre tous les nouveaux contrats. Parce que j'avais plusieurs maisons prêtes à être livrées. Et la guerre a tout bloqué. J'ai eu les informations, évidemment, de suite que les frontières étaient débordées par les personnes souhaitant évacuer l'Ukraine. Donc, c'était compliqué et délicat, entre autres, d'imposer à ces gens-là le passage ne serait-ce que d'un camion, à faire attendre les gens qui étaient là depuis 5 jours, 6 jours, jour et nuit. Donc, et sans même savoir si j'aurais la possibilité de trouver un chauffeur ukrainien de moins de 60 ans pouvant sortir du pays. On a eu plusieurs problèmes. Donc, tant que je n'avais pas la réponse à mes questions, j'ai pris la décision, et je l'ai annoncé d'ailleurs sur mon site internet, que tous les nouveaux contrats étaient suspendus avec la garantie absolue, quoi qu'il arrive, de fournir tous les contrats engagés. Oui, donc vous continuez, on va dire, à une vitesse inférieure par rapport à ce qui était avant la guerre. Aujourd'hui, on a repris pratiquement une cadence normale, dans le sens où nous pouvons à nouveau avoir des chauffeurs pour le transport. La difficulté est que, bien sûr, un certain nombre d'ouvriers qui travaillent actuellement en Ukraine sont appelés au front. Il faut les remplacer. Donc, il y a un léger ralentissement, mais la garantie de bonne fin pour tout le monde est là. Quel âge ont vos enfants? Alors, j'ai mon aîné qui a 22 ans, César 22 ans, ma fille Joséphine qui a 20 ans, et c'est Guillaume, mon dernier, qui a 14 ans. Je le demande pour poser cette question sur est-ce que vos enfants, qui sont mi-ukrainiens d'ailleurs, oui. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Est-ce qu'ils se sentent ukrainiens? Ils sont nés en France, ça c'est clair, et ils ont été élevés par le système français. Leur mère est ukrainienne, mais est-ce que dans ce combat de l'Ukraine contre la Russie, est-ce que s'y reconnaissent eux? Oui, alors j'ai le sentiment qu'ils partagent le même point de vue que moi. C'est-à-dire que, effectivement, si on regarde mon passeport, je suis français, mais c'est la situation générale qui fait qu'on est tous ukrainiens. Vous êtes tous ukrainiens. Merci beaucoup Richard pour cet entretien, et merci surtout pour tout ce que vous faites pour les Ukrainiens, pour les défenseurs de l'Ukraine qui sont actuellement dans les tranchées, qui font tout le possible pour défendre notre pays face à l'ennemi qui est toujours là et qui ne lâche pas cette lutte, et dont le but est très clair, c'est de d'effacer l'Ukraine de la carte politique du monde. Merci beaucoup. Merci à vous, ça va Ukraine. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Richard Ducoulombier, citoyen français, entrepreneur qui vient souvent en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.